Roselyne, je vous voyais sourire en revoyant ces images. Pourtant, vous les avez vues toute l'après-midi, je crois. Oui, je les ai vus toute l'après-midi, mais pour moi, cette histoire, c'est aussi une histoire personnelle, un combat que j'ai mené aux côtés de deux femmes remarquables, à Simone Veil et Gisèle Halimi, puisque évidemment, Simone Veil était une amie avec lesquelles j'ai mené beaucoup de dossiers, et puis Gisèle Halimi, bien entendu, puisque j'étais à la tête de l'Observatoire de la parité et qu'ensemble, nous avons bâti la loi paritaire. Et vraiment, Gisèle, c'est le procès de Bobigny en 1972, après l'appel des 343 femmes qui disaient qu'elles avaient avorté en 1971 dans un article fameux du Nouvel Observateur. Donc tout ça, moi je fais partie aussi, comme je vais le répéter, je suis la doyenne de ce plateau. Quand je suis jeune fille, ça n'existait pas. J'ai vu des amis, des parentes avorter. J'ai vu des jeunes filles de 15-16 ans être obligées de se marier et de renoncer à leurs rêves, de faire des études, de réaliser donc un certain nombre de projets. Donc c'est quelque chose qui me parle, et quand vraiment c'est Claude Maluret a fait rentrer à travers un discours extrêmement émouvant, parce que les discours, c'était assez technique, ils en appelaient à des principes, et Claude Maluret fait rentrer ces millions de femmes, les souffrances de ces millions de femmes, et c'est lui, jeune médecin dans un petit hôpital de campagne, et qui accueille une femme, une jeune fille, une toute jeune fille, entre deux gendarmes, avec un infanticide, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'avorter, et elle était submergée par la pression sociale qui s'exerçait autour d'elle. Et c'était véritablement un moment d'émotion considérable. J'ai vu tellement de ces drames dans mon enfance, dans ma vie de jeune fille, que oui, vraiment, j'ai vécu cela d'une manière très émue. Alors, nous a rejoint sur ce plateau Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille. Merci de nous avoir rejoints. Je vous donne la parole dans un instant. Mais juste avant, vous évoquiez le manifeste des 343, qui est donc une pétition parue le 5 avril À l'instigation de Simone 1971 de Beauvoir. dans le Nouvel Observateur, qui appelait à la légalisation de l'avortement en France. Et parmi ses plus jeunes signataires, la plus jeune même, il y avait Claudine Monteil, qui est avec nous ce soir, historienne, ancienne diplomate. Vous faites partie de ces 343 femmes qui ont donc eu le courage de déclarer en 71 avoir subi un avortement clandestin. Est-ce que vous pensiez vivre un jour cette constitutionnalisation de l'IVG ? Je n'ai jamais pensé que nous allions vivre un tel moment, pour une raison très simple. Quand nous nous réunissions chez Simone de Beauvoir avec Gisèle Halimi et d'autres femmes, notamment Anne Zelensky, nous essayions surtout d'imaginer la stratégie pour que l'on ose parler de l'avortement, pour que la société française ait le courage de regarder en face les conditions dramatiques d'avortement clandestin qui touchaient des centaines de milliers de femmes chaque année. Et donc, quand une journaliste du Nouvel Observateur, Nicole Mouchnik, avec Anne Zelensky, sont allés en parler à Simone de Beauvoir, la semaine suivante, avec Gisèle Halimi, chez Simone de Beauvoir, nous en avons discuté, et cela nous a paru comme une idée extrêmement importante. Donc vraiment, nous n'en avons pas eu l'idée. Nous nous sommes battus pendant 4 ans. Nous avons préparé le procès de Bobigny, nous avons occupé le foyer des filles mères du Plessis-Robinson, nous avons monté les journées de dénonciation des crimes contre les femmes à la Mutualité. Nous avons fait plein d'actions, mais pour arriver d'abord à ce que l'opinion publique accepte que l'on change la loi sur l'avortement, que l'on l'humanise et qu'on la décriminalise. C'était vraiment ça notre objectif. Alors aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes sénatrices et aux députés ces temps-ci, je suis beaucoup en contact avec elles, puisque je suis encore très active dans les groupes de femmes. Je suis présidente de Femmes Monde, je suis membre de nombreux conseils. Eh bien, je leur ai dit, vous dépassez nos rêves, vous allez plus loin que nous. Et ça, c'est formidable. C'est aussi une question de génération. Elles sont fortes, et comme l'a dit très bien Madame la ministre Roselyne Bachelot, nous venons d'un monde où nous avons vu des choses tellement affreuses que c'est vrai qu'il fallait d'abord effectuer tout ce travail, toute cette action. Alors non, moi personnellement, je ne l'ai jamais imaginé, et j'ai milité
Je continue de militer de vrai pour les droits des femmes, ça fait plus de 50 ans. Eh bien, franchement, nous n'y avions pas pensé sur le moment. Hmm. Et je pense que Simone de Beauvoir serait extrêmement fière, comme Gisèle Halimi le serait également, et comme toutes les femmes qui ne sont plus là, parce qu'il y a beaucoup de signataires qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Mais Hmm. enfin, en tout cas, c'est une immense journée, c'est un immense bonheur, et comme je l'ai dit toute la journée, elles ont dépassé nos rêves, elles sont formidables, et je félicite cette nouvelle génération. Claudine Monteil, le Premier ministre, justement, Gabriel Attal, a salué, je cite, une étape qui restera dans l'histoire et une deuxième victoire pour Simone Veil. Elle aurait réagi comment si elle était toujours parmi nous? Peut-être Simone Veil. Donc, je laisse le soin à Roselyne Bachelot de répondre sur cette question. Moi, j'ai milité pendant des années avec Simone de Beauvoir, j'étais proche d'elle, j'ai écrit 1500 pages, 6 ouvrages sur elle, des articles. Sa sœur, l'artiste peintre féministe Hélène de Beauvoir, habitait chez moi quand elle venait à Paris. Donc, je peux parler de Simone de Beauvoir. Sur Simone Veil, vraiment, je pense que Roselyne Bachelot vous répondra mieux que moi. Alors, vous restez avec nous, Claudine Monteil. Roselyne Bachelot, qu'aurait dit donc Simone Veil? Elle aurait réagi d'abord avec sa modestie. C'était une modestie fière. C'était pas du tout quelqu'un qui maniait des grandes phrases héroïques. Et la façon d'ailleurs dont elle a décrit, il faut se pencher sur la façon dont elle décrit son combat pendant la discussion terrible de novembre 1974. Et d'ailleurs, elle dit: je n'ai pas pleuré, j'ai un moment de fatigue, je me prends la tête dans les mains. Et elle explique d'ailleurs pourquoi elle a une position d'ailleurs un peu en retrait par rapport à ce qu'auraient souhaité certaines féministes pour arriver à faire accepter ce projet de loi qui rencontrait énormément d'opposition à l'époque. Mais il y a aussi toujours chez Simone Veil un espèce de dédain, de mépris, enfin, ou non, de dédain plutôt que du mépris. Mais elle menait son combat de façon indéfectible. Elle était sur sa route, hein, et personne n'aurait pu l'en faire dévier. Ludovine de la Rochère est avec nous. Je vous donne la parole juste derrière. Il y a quand même encore des personnes qui résistent. Vous en faites partie. Vous avez manifesté aujourd'hui à Versailles, c'est ça, contre la constitutionnalisation de l'IVG. Il y a deux sujets qui sont bien différents. Je suis un peu étonnée de tous les propos qu'on a entendus et qui datent d'il y a de 40, 50, 60 ans. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas l'IVG, c'était la constitutionnalisation de l'IVG. D'un mot, vous êtes contre l'IVG également, Alors, même si ce sont deux sujets différents? Tout le monde est tombé dans ce piège, gentiment tendu par Emmanuel Macron, pour envoyer de la poudre aux yeux, pour détourner l'attention des soucis et des préoccupations des Français, et pour finalement piéger tous les politiques. Et on voit une espèce de conformisme, la tour Eiffel s'illumine, il n'y a rien de nouveau. Vous êtes pour l'IVG, pardon, que ce soit clair. Et je ne parle pas de la constitutionnalisation, mais de l'IVG. Mais le sujet, c'est la constitutionnalisation de l'IVG, pardonnez-moi, et sauf erreur de ma part, c'est bien là-dessus que j'ai été invitée ce soir. Bien sûr. Et Vous ne voulez pas nous dire si vous êtes pour ou contre l'IVG? Je vais vous dire pourquoi. Je n'irai pas sur ce débat-là. C'est parce que il me semble que la constitutionnalisation de l'IVG, je le répète, est de la poudre aux yeux, est un détournement de l'attention des Français vis-à-vis de leurs attentes, de leurs angoisses, de leurs préoccupations. Elle est soutenue par 86% des Français, cette révision constitutionnelle. Mais les Français, vous savez, on leur a tellement dit depuis des années et des années que c'était absolument formidable et que c'était essentiel. Mais est-ce qu'il y a une demande des Français? Ces dames que j'entendais à l'instant et cette dame disait qu'elle-même n'avait jamais pensé à une constitutionnalisation. Elle était inutile. Il n'y a en France aucun danger, aucune menace pesant sur l'IVG. Et j'ajouterais même qu'on est... l'an dernier, on a eu 243 000 IVG. Ça n'a jamais été aussi haut. En France, nous sommes à 2 fois plus qu'en Allemagne, proportionnellement, 2 fois plus qu'en Italie. Et donc, cette espèce de rêve proposé par Emmanuel Macron qui ouvre un débat qui n'en est pas un parce que le sujet est tellement tabou que de toute façon, tout le monde se sent obligé d'aller dans le même sens. Moi, je voudrais saluer les 72 parlementaires qui, courageusement, ont voté contre. Ah oui, on l'a pas dit, c'est 780 parlementaires qui ont voté pour, contre 72 voix. Ils ont fait preuve de liberté et je subodore que sur l'IVG, ils ont des positions diverses et variées. Sans doute comme Gérard Larcher, un certain nombre ont pensé que la Constitution, c'est pas un catalogue de droits de société et sociaux et sociétaux, ce sont ces termes. Quelle que soit leur position, il y en a 72 qui ont fait acte de liberté
vis-à-vis de cette espèce de conformisme qui, pour une mesure absolument inutile, qui n'apporte rien de plus aux Françaises. Et pourtant, on les a vus aujourd'hui dans la rue très heureuses de cette décision. Je rappelle 86% des Français qui soutiennent cette révision et on aura l'occasion d'en reparler. Les États-Unis, par exemple, ça a reculé. 14 États qui ont réintroduit l'interdiction rien à voir, de l'IVG. Alors, prétexte, et c'est une petite gloriole pour Emmanuel Macron. On ne peut pas dire quand même que les 72 sont des courageux et que les autres sont des lâches. Non, mais par contre, là, c'est quand même une simplification. Aller à l'encontre du conformisme, du politiquement correct. Pardon, il y a des gens, je ne suis pas conformiste et je l'ai montré à travers toute ma carrière politique. C'est vrai qu'il y a je suis pour la constitution. Il y a une vraie différence. Et le débat, effectivement, on a beaucoup, dans l'opinion publique, je pense, cru que c'était la question de l'IVG. Et l'IVG, effectivement, n'est pas remis en cause. Et ce que vous racontiez tout à l'heure, effectivement, on est, en tout cas, très majoritairement favorable à l'IVG. Ça ne voulait pas dire qu'on était favorable à la constitutionnalisation. C'est deux choses très différentes parce qu'on a un peu eu l'impression, quand même, qu'il y avait toute une volonté du gouvernement d'apparaître comme résistant face à une menace, à un péril qui n'existait pas. Effectivement, vous l'avez dit, le nombre d'IVG augmente en France depuis 1980. En France, mais autour de nous. En 1984, depuis 1980, il y a aucun oui, mais en France, il y a aucun parti politique en France qui, y compris le Front National, le Rassemblement national, qui propose de revenir sur ces questions-là. Il y a vraiment aucun. C'est un consensus. C'est un vrai consensus. Et le risque, c'est qu'en faisant ça, par contre, on a créé des engrenages. On voit aujourd'hui que certaines associations, comme le planning familial, maintenant demandent à ce qu'on revienne sur le droit de conscience, la clause de conscience des médecins. Ça, c'est aussi un problème qui va se poser. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, pour défendre quelque chose qui n'était pas menacé, de mettre une pièce dans une machine qu'on n'arrivera pas à contrôler? Mais vous l'avez dit vous-même, 780 voix pour. Il n'y avait donc aucune menace. Et de toute façon, la Constitution ne protège pas véritablement davantage que la loi. Peut-être un sentiment global. Ça a été très rapide. Mais vous voyez bien qu'il n'y avait aucune menace. Si je puis me permettre, je trouve ça un peu culotté de dire qu'il n'y a pas de menace, alors que précisément, c'est vous la menace. Non, mais c'est vous la menace contre l'IVG. Précisément, tout ce que vous faites depuis 10 ans, c'est d'essayer de menacer l'IVG. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas qu'il n'y a pas de menace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la question de les États-Unis, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la mise dans la Constitution de la liberté d'avorter, c'est à cause de ce qui s'est passé aux États-unis. Mais vous savez ce qu'on fait ? Eh bien, si. Eh bien si, ça aide le mouvement féministe mondial. Oui. Parce que vous savez que là, ils sont en train d'en parler, les féministes, et ils vont prendre exemple, en fait, sur les féministes françaises. Et ça va être la même chose en Hongrie, ça va être la même chose au Japon, en fait. Mais arrêtez, la France est le seul pays au monde qui s'est senti et cru obligé de constitutionnaliser. J'aimerais Claudine Monteil. Particulièrement puissante, elles vous ont balayé, en fait. S'il vous plaît, je vous redonne la parole dans un instant. Donc il n'y a pas de menace. Claudine Monteil, vous avez peur? S'il vous plaît, vous avez peur? Par moi, parce que je sais qu'on va vous battre. Alors, s'il vous plaît, Claudine Monteil est toujours avec nous, je voudrais qu'elle réagisse là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ceux sur le plateau, ou celle plutôt, Ludovine de la Rochère, qui dit, voilà, il n'y a pas de menace, ça ne sert à rien cette constitutionnalisation? Alors, vous m'avez invité, c'est pour en parler quand même, parce que je vous écoute, je vous ai tout écouté, il est évident, j'ai 50 ans d'expérience avec le mouvement féministe international, plus de 50 ans d'expérience. Donc, je partage absolument tous les mouvements féministes. Regarde ce qui se passe ailleurs, mais pas seulement. Tous les mouvements les plus réactionnaires, les plus conservateurs observent comment faire. Les mouvements conservateurs ont le temps, ils ont l'argent. Je vois bien quand je vais aux Nations Unies, ça m'arrive encore d'aller aux Nations Unies et d'assister à des réunions de femmes aux Nations Unies, sont complètement infiltrées maintenant par les lobbies les plus conservateurs, les plus anti-IVG et également maintenant anti-contraception. Donc en réalité, la situation, elle est extrêmement difficile. Donc l'impression que l'on a que l'IVG est sans danger, qu'il n'y a pas de danger, c'est une illusion totale. Peur, chère madame, l'ONU est extrêmement promoteur de l'IVG. Alors attendez, Ludovine de la Rochère, laissons terminer Claudine Monteil. Il ne faut pas jouer à se faire peur et à faire peur aux gens. Laissons Claudine Monteil. Je vous ai écouté et je ne vous ai pas interrompu. J'ai été polie, je vous ai tous écoutés et je ne vous ai pas interrompu. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut respecter les autres. Donc, j'aimerais pouvoir finir ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire, c'est très simple. Les mouvements anti-IVG et les mouvements qui vont coupler avec les mouvements anti-contraceptifs, et comme le monsieur l'a très bien, le jeune homme l'a très bien dit,
Ce sont des mouvements qui ont ensuite de l'influence dans d'autres pays. Et les mouvements conservateurs continuent de s'étendre en ce moment. Et il suffira d'une négociation, d'un changement de gouvernement que l'on ne peut peut-être pas prévoir à l'instant, mais qui peut surgir pour que ces droits soient remis en question. Moi, j'ai connu les États-Unis quand c'était beaucoup plus tolérant. Je sais comment les drames qui se passent en ce moment dans les États républicains, non seulement 60 000 jeunes femmes violées n'ont pas pu avoir d'avortement, des gynécologues quittent les États républicains, qu'ils soient pour ou contre, ils quittent les États républicains parce qu'ils ne peuvent plus soigner les femmes correctement, parce qu'ils ont peur d'être accusés si une femme a fait une fausse couche, de favoriser un avortement. Donc la situation, elle est extrêmement difficile, extrêmement tendue, y compris sur le sol européen. Voilà. Alors, donc ce que je veux dire, oui, je veux simplement dire que, en réalité, les droits des femmes sont et seront toujours en danger. Alors, la réponse de Ludovine de Rocher. Non, mais là, on n'est pas la dans le recherche. réel. Dans le réel, en France, il n'y a aucune menace sur l'avortement. En revanche, en France, nous avons des problèmes majeurs, des problèmes immenses sur lesquels le gouvernement s'avère être absolument impuissant. La santé, l'école, l'insécurité, la crise des agriculteurs, etc. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a voulu détourner l'attention et on regarde le doigt au lieu de regarder la lune, comme le dit l'adage. Je voudrais aussi, que les femmes aient véritablement les choix et on devrait aider aussi toutes les mères en détresse, les futures mères en difficulté. Elles n'ont aucune aide, elles n'ont pas de véritable choix. Il y a une pression très grande qui joue contre les femmes, les futures mères éventuelles qui se sentent en difficulté. Et qu'est-ce qu'on leur propose d'autre que l'IVG ? Et quand je vois la Tour Eiffel qui s'illumine pour fêter ce qui n'a rien, ni de nouveau, ni d'utile, ni de révolutionnaire, eh bien, on pourrait aussi illuminer la Tour Eiffel pour les futures mères et pour les mères en difficulté que la société n'aide pas. Ça, ce serait la vraie liberté et le vrai choix que d'aider de manière équilibrée les femmes dans justement ce qu'on revendique et ce qui est dit tout le temps, la liberté, le choix. Je crois qu'il y a quelque chose quand même de très important, et les juristes le savent, c'est la question de la hiérarchie des normes, et de porter un droit, de porter une procédure au niveau constitutionnel, c'est très important. C'est pour ça qu'on a voté la peine de mort. Elle n'était pas menacée et on l'a constitutionnalisée pour protéger un droit et pour dire à quel point il était important. J'ai mené ces travaux sur la constitutionnalisation du droit à l'environnement. Il existait. L'article L210 du Code de l'environnement mettait les principes de la protection de l'environnement. Et pourtant, on l'a constitutionnalisé pour le mettre au plus haut de la hiérarchie. Comment ? Qui n'est peut-être pas la meilleure des choses qu'on ait faites. Oui, mais enfin, pardon. Vous pouvez me laisser aller au bout, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais il n'y avait pas de menace sur ces principes. Ils ont été portés au plus haut niveau. Et ça, c'est très important. Qu'un droit qui a une aussi lourde, j'allais dire, qui représente tellement de combats qui ont été menés par des milliers de femmes, peut-être qu'il n'est pas menacé pour l'instant, mais de le mettre au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, c'est extrêmement important. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas un chantier sur lequel le gouvernement doit plancher ? C'est la question de l'accès à l'avortement. Oui, il y a aussi des femmes dans certaines régions qui aimeraient se faire avorter, qui ne peuvent pas. Bien sûr, et puis aussi certaines... Parce qu'il n'y a pas le médecin nécessaire. Et bien entendu, d'ailleurs, si on a fait passer de 12 à 14 semaines, c'est aussi parce que c'est de plus en plus difficile de se faire voter en France. Et je suis vraiment désolé d'être d'accord avec Ludovine de la Rochère, mais c'est vrai, en Allemagne, c'est 94 000 avortements en 2022, c'est 243 000 en France. On a un vrai problème. Je reprends le discours de Simone Veil. Enfin, un vrai problème, c'est une liberté aussi. Oui, enfin... Simone Veil, pardon. Simone Veil disait l'avortement doit être la dernière solution. Voilà, ça doit être l'exception. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème d'information sur la contraception en France. Parce que s'il y a autant de grossesses non désirées et autant d'avortements, c'est qu'il y a une question majeure qui est l'information sur la fécondité beaucoup plus supérieure. Oui, d'accord. Oui, mais la différence c'est 2,5 fois plus. C'est plusieurs centaines. Et la contraception n'est pas viable à 100% aussi. Non, effectivement, il y a on peut quand même se poser cette question. Et l'accès, il y a un vrai problème d'accès à l'avortement. Il y a un vrai problème aussi. Et aussi d'information, notamment dans certaines... De volonté des médecins Oui, dans certaines cités. J'aimerais parler aussi quand même du coup de com' du président de la République et du Premier ministre. Et puis il y a quelque chose qui m'a choqué dans le discours de Gabriel Attal. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que des hommes essentiels
dans la lutte pour les droits des femmes ont été totalement invisibilisés aujourd'hui. Comme Lucien Neuwirth. On a simplement, le Premier ministre a simplement parlé de la loi Neuwirth de 1967. Il n'a pas daigné nommer Lucien Neuwirth, qui a fait plus pour le droit des femmes que l'ensemble des personnes réunies en congrès aujourd'hui. Lucien Neuwirth, c'est la pilule. C'était un député et sénateur gaulliste. La liberté de contraception orale, c'est Lucien Neuwirth. Et ça, il faut le rappeler quand même. Et puis, il ne pouvait peut-être pas tous les citer. Les femmes ont peut-être plus pour le droit des femmes que ces hommes. Elisabeth Borne, quand même. Donc. Et puis, là, il a totalement oublié, il a simplement cité Valéry Giscard d'Estaing. Il ne faut pas oublier une chose. Si aujourd'hui, il y a le droit à l'avortement en France, c'est avant tout grâce à un président de la République qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi. C'est grâce au mouvement féministe, c'est grâce aux femmes. Elle a raison. Laisse-moi terminer. Alors attendez, oulala, tout va bien. Non, justement, c'est grâce aux hommes. Je peux terminer. Non, c'est le programme de Valéry Giscard d'Estaing. C'est lui qui s'est engagé à le faire et c'est lui qui a nommé, qui a confié la défense de cette loi à Simone Veil. Et je suis sûr, Roselyne Bachelot, parce que vous l'avez dit cet après-midi sur BFM TV, que vous êtes d'accord avec moi sur le rôle joué par Valéry Giscard d'Estaing. Dans les politiques, parce qu'il y a le mouvement des femmes qui pousse tout ça, et d'ailleurs, on l'a vu aussi à travers ce vote. Pourquoi est-ce que des dizaines de sénateurs, par exemple, ont changé leur vote? C'est qu'ils sont retournés dans leur... il y a des hommes aussi qui ont été à l'origine de ça. Dans leur département. Et on les a oubliés aujourd'hui. Il y a des femmes qui leur ont dit c'est pas possible ce que vous faites. Effectivement, Valéry Giscard d'Estaing, on doit lui rendre cela, parce que c'était d'autant plus valeureux qu'il l'a fait contre son parti et contre l'opinion publique et contre une partie de sa famille. Je crois que sa classe sociale. Je crois que vos propos font réagir. Claudine Monteil, vous souhaitiez réagir? C'est-à-dire que oui, comme malheureusement, je n'ai pas pu venir ce soir. Je suis désolée de pouvoir être vraiment parmi vous physiquement. Du coup, ça m'est plus difficile de réagir. Alors, je voudrais dire que, d'abord, toute l'admiration et tout le respect que j'ai pour Lucien Neuwirth. Et vraiment, nous les féministes, monsieur, nous avons le plus grand respect, la plus grande admiration pour Lucien Neuwirth, qui a été un très grand résistant et qui a été défendre auprès du général de Gaulle, qui était alors président de la République, l'accès à la contraception, à la pilule pour les femmes françaises. Donc ça, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, personnellement, puisque je donne des conférences un peu partout, y compris beaucoup à l'étranger, je rappelle toujours le rôle de Lucien Neuwirth. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier la doctoresse, Lagroua Veilladé, qui a fondé la maternité heureuse également avec Lucien Neuwirth. Mais je suis entièrement de votre avis. Pour Valéry Giscard d'Estaing, je suis très heureuse que l'on le rappelle, parce que j'ai essayé de le rappeler aujourd'hui, j'ai donné pas mal d'interventions dans les médias, et j'ai rappelé à chaque fois le rôle de Valéry Giscard d'Estaing, et comme l'a très bien dit Roselyne Bachelot, il a fait ça contre son pouvoir, et moi je m'en souviens, puisque j'étais très engagée dans le mouvement féministe à l'époque, eh bien, je dois dire que je n'oublierai jamais ce que nous devons à Valéry Giscard d'Estaing. Mais si nous parlons de à qui nous devons, si vous le permettez quand même, la première personne à laquelle nous devons, c'est Simone de Beauvoir, parce que c'est elle qui a écrit en 1949, qui a publié en 1949, c'est-à-dire 20 ans avant le mouvement féministe de 70, qui a publié ce livre, cet essai fondamental, Le deuxième sexe, qui est traduit dans le monde entier, qui a été un best-seller mondial, et pour lequel, moi, quand je vais à l'étranger, et je vais à l'étranger depuis ma tendre jeunesse, je voyage énormément, eh bien, je rencontre des femmes qui pleurent ou qui me prennent la main en me disant « La lecture du deuxième sexe a changé ma vie ». Et nous n'aurions pas fait de cette manière le mouvement de libération des femmes en 70 si nous n'avions pas lu, si nous n'étions pas imprégnés des idées du deuxième sexe. Donc oui, comme l'a dit Madame très justement, on ne peut pas citer tout le monde. Oui, c'est très bien de citer Lucien Neuwirth. Je suis très heureuse d'entendre son nom ce soir. Et également celui de Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est rétablir l'histoire. Et vraiment, pour le reste, il y a énormément de personnes. Et comme l'a dit le jeune homme, monsieur, c'est quand même le mouvement féministe qui a amené la société politique et la société civile à changer les lois. Je vous assure qu'il n'y aurait pas eu grand-chose si nous n'étions pas intervenus. Ce n'est pas par vanité que je dis cela,
C'est simplement une réalité quotidienne. Mais Lucien Neuwirth mérite vraiment on mérite vraiment de lui rendre hommage ce soir. D'être cité. Merci. Ce véritable hommage par le Premier ministre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Il n'a pas non plus cité Mélanie Vogel et Mathilde Panot qui se sont battus. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. J'aimerais vous lire quand même le tweet d'Emmanuel Macron. Fierté française, message universel. Voilà ce qu'il a posté sur X. Il invite les Français à une symbolique journée, cérémonie de scellement de la Constitution ouverte au public. Ce sera le 8 mars prochain, la journée internationale des droits des femmes. On suivra ça bien sûr ce vendredi. Merci à vous également Ludovine de la Rochère d'être venue sur ce plateau.